Les dirigeants manquent de maturité et de compétences, assène ce jour la CEFAFI, Observatoire de la vie publique à Madagascar. Ils pointent du doigt les contradictions du pouvoir et ne ménagent pas non plus le président de la République. À Nouzat, commune rurale de la banlieue d'Antananarivo, la coupure d'électricité dure désormais 17 heures par jour, contre 3 heures en moyenne avant le mini-remaniement gouvernemental dans le secteur de l'énergie. C'était il y a 25 ans déjà, le mur de Berlin tombé, une session extraordinaire pour donner le coup d'envoi des festivités. Un long week-end de fête a été programmé. On attend sur place des personnalités, mais également 2 millions de visiteurs supplémentaires. Bonsoir, bienvenue et merci d'être fidèle à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une de ce journal, le ministre de la Justice, Ramanathe Nasunueling, a annoncé cet après-midi que le procès concernant l'affaire Mark Ravalomanan reprendra son cours la semaine prochaine. Cet ancien président est impliqué dans l'affaire ACM selon ses explications. Ce ministre a démenti l'inaptitude du tribunal d'Antsran à traiter l'affaire Ravalomanan et a déclaré que les poursuites de cet ancien président est bien légal. Ce procès a été repoussé à cause de l'absence de l'avocat de l'ancien président, selon toujours le ministre. Mark Ravalomanan est impliqué dans l'affaire aviation civile de Madagascar et c'est la raison de sa détention. Afin de prévenir une éventuelle trouble dans la capitale, l'État a décidé de faire le procès dans un autre endroit. Nous en aurons plus d'informations pendant le journal de demain. Et toujours sur le plan politique, les dirigeants manquent de maturité et de compétences, assène ce jour la CEFAFI, Observatoire de la vie publique à Madagascar. Ils pointent du doigt les contradictions du pouvoir et ne ménagent pas non plus le président de la République. À Saint-Bave, le président Radonarmampian déclare publiquement qu'il faudrait moduler l'application de la loi pour les besoins de l'apaisement et de la réconciliation nationale. La semaine dernière, à Saint-Bave, il change de langage devant les gendarmes et déclare qu'il faut appliquer la loi sans concession, malgré la nécessité d'une réconciliation nationale. Perdue dans des contradictions, la logique présidentielle est difficile à comprendre. La CEFAFI publie ce jour un communiqué percutant sur la situation politique. Reportage de Ernijna Labari. C'est le 5e brûlot lancé par le CEFAFI, Observatoire de la vie publique, très attendu par les observateurs. Les communiqués du CEFAFI rythment le cours de la 4e République, qui apparaît comme la cible privilégiée de l'Observatoire. La CEFAFI adopte sans embâche le style coup de poing sur la table. Son communiqué numéro 5 dénonce avec force la pratique systématique du reniement et de la trahison de la parole donnée. Le président promet la gratuité de l'école publique, les réalités démentent ses promesses. Il en est de même pour les maîtres Fram. Sur 75 000 postes de fonctionnaires promis aux maîtres Fram dans les 3 mois, la loi des finances rectificatives 2014 n'en prévoit que 10 000. Un manquement à la parole donnée qui a jeté le monde de l'éducation nationale dans une zone de turbulence vient de survenir l'affaire Mark Ravalomanan. Pour le CEFAFI, un État n'a pas vu le coup venir et jusqu'ici ignore comment une personnalité considérée comme dangereuse ait pu traverser ses frontières. Le 13 octobre, Mark Ravalomanan est arrêté et mis en résidence surveillée. Le président explique que c'est pour protéger sa vie. Le 31 octobre dernier, il promet de moduler les principes de l'état de droit pour faire advenir la réconciliation nationale. Tout change depuis mercredi à Saint-Bave. Le chef de l'État affirme avec force qu'il faut appliquer la loi. Et plus encore, Radonarmampian enfonce le clou. Il relèvera et gagnera son défi. Sur toutes les promesses du président, lesquelles doivent être priorisées et réalisées, l'Observatoire a été très critique comme dans tous ses communiqués sur la 4e République. La démarche vers la réconciliation a besoin d'être mûrie et exige la volonté de tous les hommes politiques. Ce qui est sûr sera que la solution du problème Ravalomanan ne sera pas pour demain. À l'allure où vont les choses, le pouvoir semble avoir choisi l'entêtement et l'option dure. Par ailleurs, les observateurs s'interrogent sur le silence des partisans et de la famille.
Seule la communauté internationale semble encore s'intéresser au sort de Marc Ravalomanana. Hier, deux représentants de l'Union africaine se sont entretenus avec lui pendant 2 tours d'horloge à Antsiranan. Rien n'a filtré de l'entretien. Des sources informées révèlent que Hera Djounarmapian vise actuellement à neutraliser les chefs de parti qui disposent de nombreux à l'Assemblée nationale. Les Malgaches vivent dans une atmosphère calme, affirme le Premier ministre. Les projets de redressement du pays sont tous conçus. Par contre, la société civile a évoqué l'opposé aujourd'hui. À leur avis, aucune solution de la part de l'État n'a été saisie. Et depuis les 6 mois d'occupation du gouvernement, il n'a pas eu beaucoup d'appréciation. Est-il donc temps de juger le gouvernement par rapport à ce que le Premier ministre promettait lors de sa prise de pouvoir? Les réponses dans le reportage de Ernigina Lapage. Ce n'était qu'après 4 mois de la nomination du président de la République que le gouvernement a été fondé. Nombreux ont espéré l'harmonie. Plusieurs promesses ivrognes affirment cette société civile en raison de plusieurs solutions affirmées par l'État mais pas effectuées. La société qui ne s'est pas encore établie 9 mois après la prise du pouvoir du président de la République. Plusieurs ministres ont déjà été jugés par la façon dont ils procèdent, mais jusqu'ici leurs remplacements ne sont pas primordiaux, affirme le Premier ministre Kool Roger, notamment le ministre des Transports considéré comme ennemi des députés, même cas pour le ministre de l'Élevage après l'affaire de l'abattoir de Wundwurm, également le ministre de l'Agriculture sur l'invasion des criquets. La CFAFI a remis ce jour le rapport de la situation à Madagascar depuis 2001. La JIRAMA semble ne plus pouvoir réagir face aux coupures d'électricité qui prennent de plus en plus d'ampleur. Le délestage sévit plus que jamais autant à Tananarive que sur presque l'étendue du territoire. Aucune information ne filtre des services de la société d'État. Les grands des usagers montent. Certains jours, les coupures peuvent durer 17 heures sur 24. Ces jours-ci pour la capitale contre 3 heures auparavant. Reportage de Lily Rabiat. À Noussat, commune rurale de la banlieue d'Antananarive, la coupure d'électricité dure désormais 17 heures par jour, contre 3 heures en moyenne avant le mini-remaniement gouvernemental dans le secteur de l'énergie. Aucune amélioration n'est notée depuis sur le problème du fameux délestage qui a débouché sur un problème politique. Pire, la situation semble s'aggraver. Si avant, le phénomène ne sévit que la nuit ces derniers temps, il ne choisit plus son moment. Les activités de la population qui dépend de l'électricité sont durement touchées. L'État pense pouvoir résoudre le problème, d'après le ministre de l'Énergie par intérim, le général de division Erlin Travé-Larsan. La population attend que l'État s'explique une fois pour toutes sur le problème de délestage. Qui sont les responsables? Quelles sont les preuves de l'incompétence des personnalités montrées du doigt par le pouvoir? Depuis des décennies, la JIRAMA ne fait que sombrer à cause de la KBJ, du laxisme, de l'irresponsabilité et des détournements de fonds. Quand Richard Fienen, alors ministre de l'Énergie, a annoncé son intention de faire effectuer un audit sur la JIRAMA, c'est comme s'il avait prononcé son arrêt de mort. Il a été limogé en 15 jours. Quel est le nombre exact des rondins de bois de rose saisis? Le mystère reste total autour de la question. Antelme Rampart, ministre de l'Environnement et des Eaux et Forêts, affirme curieusement qu'on ne connaît pas le chiffre exact, mais que le décompte va bientôt commencer. Les autorités n'ont donc jamais tenu une comptabilité des rondins coupés, disparus, exportés et retrouvés en Afrique. Après la tentative d'exportation illicite de bois de rose le 31 octobre dernier depuis Fontsmar, Mananar, le ministère annonce un audit suite à notre dénonciation. Depuis, plus rien. Il en est de même pour la plainte que le ministre Antelme Rampart déclare avoir déposée. Jusqu'ici, aucune mesure importante semble ne pas être envisagée par l'État. Le projet d'appel d'offres international prévu pour le mois de février prochain risque d'être reporté. Concernant la protection de l'environnement, Madagascar National Park a reçu ce jour le certificat ISO 9001-2008. Après audit effectué, les sites gérés par Madagascar National Park figurent parmi les sites touristiques remarquables par leur richesse. Les plus visités à Madagascar, Cormissal ou l'approche Indaspe, d'après les propos du directeur de la MNP.
Les statistiques périodiques de l'Instat en 2012, 76% des ménages malgaches n'ont aucun budget prévu pour les maladies soudaines, nombreux sans recours, prêts en cas de maladie grave, mais qui ne présentent aucun symptôme extérieur. Sur les 50 enfants traités à l'hôpital Joseph Ravang Indjenaval, 4 se révèlent victimes d'un cancer. Reportage. 150 enfants par an sont cancéreux. D'après Sylvia Ranjemioch, médecin à la Chiera, à Peflou, le taux d'enfants atteints du cancer n'est pas encore alarmant à Madagascar. Le traitement du cancer prend des années et peut engendrer des normes financières pour les familles. Le taux de guérison peut atteindre les 75% si toutes les prescriptions du traitement sont strictement respectées. En moyenne, un traitement comprend 70 actes de chimiothérapie. Un cancéreux occasionne des dépenses allant jusqu'à 500 000 ariars par mois. Sa famille fait l'impossible pour faire face aux dépenses. Cette mère de famille dont le fils est atteint du cancer de l'os affirme qu'en 3 mois, elle a dépensé 7 millions d'ariars. Pour la majorité des cancéreux, tout a commencé par des petites blessures. Il y a également ceux qui n'étaient au courant que presque au stade final. Un appel à la solidarité lancé aux citoyens, notamment pour les dons de sang ou l'aide financière. Le problème actuel sur le dépôt d'argent dans les banques, le manque de confiance des clients par rapport aux centres de prêt, tels sont les sujets abordés dans l'émission Mikulwivj à 21h10. Et maintenant, place aux actualités internationales. Un anniversaire commémoré en grande pompe. À Berlin, la capitale allemande célèbre aujourd'hui les 25 ans de la chute du mur. Des dizaines de festivités sont organisées tout au long du week-end. Une grande fête populaire sera organisée ce dimanche. Le coup d'envoi a été donné ce matin. Reportage sur les images de France 24. Déchu de la nationalité est-allemande en 1976, Wolf Biermann joue aujourd'hui devant le Parlement d'une Allemagne unie. L'ancien opposant a eu un bref échange houleux avec les députés du Die Linke, un parti composé entre autres d'anciens communistes de la RDA, mais le reste du concert s'est passé sans incident. Le coup d'envoi des 25 ans de la chute du mur est donné. La chute du mur est le moment fort de cette année fatidique de 1989. Un événement que la plupart de ceux qui étaient là, et beaucoup d'autres, considèrent aujourd'hui comme un miracle. Ce n'était pas un miracle ou le résultat d'une catastrophe naturelle. C'était le résultat d'une révolution pacifique sans précédent dans l'histoire de l'Allemagne. Sur l'ancien tracé du mur qui séparait la ville en deux, 8000 ballons blancs qui s'illumineront vendredi à la tombée de la nuit. Nous voulons donner une réponse à tous ceux qui n'ont jamais vu le mur, tous ceux qui étaient trop jeunes à l'époque ou ceux qui sont venus s'installer depuis. Il s'agit de leur montrer où se trouvait le mur. Une frontière d'air et de lumière qui, elle, reste ouverte. Le mur de Berlin a été construit en 1961 pour empêcher les habitants de la RDA de fuir vers l'ouest. Cette frontière quasi infranchissable de plus de 160 km a tenu jusqu'au 9 novembre 1989. 25 ans plus tard, jour pour jour, les 8000 ballons seront lâchés, la frontière symbolique effacée, sur la musique de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne européen. Les forces américaines qui continuent leur lutte contre les réseaux djihadistes, elles ont bombardé dans la nuit du mercredi à jeudi plusieurs cibles du groupe Khorasan. Parmi les victimes figure un Français, David Drégan, le jeune homme qui s'était converti à l'islam, mais se présentait comme l'artificier de cette émanation d'Al-Qaïda centrale en Syrie. Reportage. C'est dans cette voiture en feu, visée par un drone américain, que le djihadiste français aurait été abattu mercredi au nord-ouest de la Syrie. David Drujon, 25 ans, expert en explosifs, était l'un des djihadistes les plus recherchés par le Pentagone. Son père, installé près de Vannes en Bretagne, a appris sa mort hier à la télévision. Les mots me manquent, mais comme il m'avait dit, il aurait aimé mourir en martyr, mais si c'est ça, à 25 ans, mourir en martyr. Il est parti le 17 avril 2010 d'ici. Pour moi, il partait en école coranique en Égypte et il revenait soit à l'été ou soit à Noël, c'est tout. Moi, je lui ai dit au revoir, je lui ai pas dit adieu. David, devenu Daoud, serait parti 3 ans au Pakistan pour se former au maniement des explosifs dans les camps d'Al-Qaïda avant de rejoindre la Syrie cette année. Le jeune Breton s'était converti à l'islam dès l'adolescence. 13 ans, vous imaginez, on était en divorce avec sa maman et mon ex-femme,
Mais j'avais des bonnes relations avec David et son frère aussi, il n'y avait pas de problème. Et je l'ai vu se convertir, mais il était modéré, il aimait le foot, c'était un passionné comme moi de l'Olympique de Marseille. Il a fait des voyages avec moi à Marseille, on a vu le stade et tout, il était heureux. Il aimait la forêt, il aimait faire à manger, il aimait la famille, il aimait les enfants. Depuis le départ de David en 2010, son père n'a reçu qu'une seule lettre. Le jeune Breton écrit qu'ils se retrouveront dans l'au-delà et qu'il mourra en martyr. Rappel des grands points de ce journal. Le ministre de la Justice, Ramanatena Sounoueline, a annoncé cet après-midi que le procès concernant l'affaire Marc Ravalman reprendra son cours la semaine prochaine. Et Madagascar National Park, qui a reçu ce jour le certificat ISO 9001-2008 après audit effectué. Et enfin, à Nouzad, commune rurale de la banlieue d'Antananarivo, la coupure d'électricité dure désormais 17 heures par jour contre 3 heures en moyenne avant le mini-remaniement gouvernemental dans le secteur de l'énergie. Juste après ce journal, suivez l'émission Mikulwave à 21h10. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nous donnons rendez-vous demain à la même heure. Au revoir et bonne soirée sur COL TV.